Alors, Stéphane, qui nous fait l'amabilité, très grande amabilité, parce qu'il s'est déplacé depuis Paris ce matin, de nous rejoindre pour cette journée, a donc traversé un trouble schizophrénique avec décompensation, hospitalisation ou autre, et a fait un long chemin qui, à mon avis, est un bel exemple de ce que peut être un rétablissement, dont il témoigne merveilleusement, avec beaucoup d'humour, dans le petit livre qui s'affiche là sur l'écran. Mais je crois que le mieux, c'est de suite de lui laisser la parole. Et donc, Stéphane, je crois que tu voulais préciser d'emblée ce qu'était pour toi le rétablissement, c'est-à-dire, comme tu le disais dans un entretien entre nous deux, le rétablissement, c'est le chemin de toute une vie. Oui, c'est ça, c'est le rétablissement, mais je crois que tu en as parlé un petit peu aussi. Ça ne s'arrête jamais, c'est un processus, c'est le chemin de toute une vie, c'est un parcours. Moi, je parle de mon témoignage, hein, enfin, je parle de mon histoire. Au début, effectivement, j'avais des symptômes. On peut parler d'un semblant de guérison parce que grâce au traitement et grâce à la psychothérapie, je n'ai plus de symptômes de la maladie. Donc, je vais faire ça en plusieurs phases, même si tout est lié, enfin, c'est pas la guérison qui va d'abord. L'absence des symptômes, le rétablissement, l'empowerment, etc. Tout est mêlé et ça peut arriver dans l'ordre où ça arrive. Mais pour moi, plus de symptômes. Ensuite, un parcours de vie qui est du rétablissement, c'est-à-dire de l'insertion professionnelle, le lien se fait, le lien social se refait après la maladie, de savoir que j'ai une fragilité, d'admettre cette pathologie. Tu as dit la schizophrénie. Au début, moi, c'était bouffée délirante et le diagnostic de schizophrénie est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, c'était quand même plus rassurant d'avoir bouffée délirante que d'avoir schizophrénie. Mais après, au moment où j'ai reçu ce diagnostic, j'étais rétabli ou en cours de rétablissement, donc j'ai pu le recevoir plus facilement. Quand on a un diagnostic de schizophrénie, c'est toujours difficile. Pour la stigmatisation. Oui, ce qui pose la question extrêmement difficile, on le sait pour nous soignants, c'est celle de l'annonce du diagnostic. Quel est le moment opportun pour l'annoncer quand on sait que de plus en plus actuellement on est dans un mouvement où il faudrait dire d'emblée toute la vérité, être totalement transparent. Et je crois, Stéphane, là, que tu peux témoigner justement de ce mouvement et cette progression. C'est très délicat. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut sentir. Moi, ça s'est bien fait, effectivement. Moi, bouffée délirante, ça m'allait parce que je comprenais très bien et puis j'ai compris que les hallucinations, les délires, etc., c'était vraiment ce qui s'était passé pour moi. Après, il y a eu l'hospitalisation et les traitements que j'ai commencé à prendre et ces symptômes se sont arrêtés. Donc, avec le traitement qu'on avait trouvé. La schizophrénie, le diagnostic de schizophrénie, mais c'était, je sais plus, j'ai pas de date, mais c'était 10 ans après et c'était, au fait, Stéphane, vous avez compris, c'est de la schizophrénie. Et c'était pas plus compliqué que ça. Et ça m'allait. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas de recette, hein, malheureusement, il n'y a pas de recette. Il y a ce parcours de soins qui a été très important. Oui, je pense. Non, c'est au niveau du rétablissement, pour vraiment prendre le thème de la journée. Moi, mon rétablissement, ensuite, on a ce constat et ensuite, il faut faire avec. Et ce rétablissement, c'est l'insertion professionnelle. Moi, c'est pour moi, un foyer, voilà, ça s'est fait. Une femme, aujourd'hui j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons. Et pour moi, ça a vraiment participé à mon rétablissement. Mais c'est un chemin de vie finalement. Le travail, le lien social, voilà. Ensuite, moi j'ajouterais ma notion pour moi d'empowerment, c'est maintenant ce que je fais, alors assez tard finalement. Mais pour moi, c'est d'avoir un rôle dans la santé mentale et ce petit livre où en fait, au bout de 20 ans, j'ai réussi à dire que j'avais eu des symptômes de la schizophrénie et j'étais encore sous traitement. Donc je l'ai raconté 20 ans après à des personnes, donc je l'ai publié. Et c'est mon empowerment, mon pouvoir d'agir, ma façon d'être acteur de ma santé et dans la santé, de la santé et dans la santé mentale en général, et qui fait que ça, c'est mon empowerment. Voilà, c'est mon histoire en tout cas. Je voudrais reprendre un point que nous avions évoqué lors de notre discussion, que tu définissais le rétablissement comme le chemin de toute une vie. Ça me paraissait important parce que on aurait tendance à penser le rétablissement pour les patients ayant des troubles psychiatriques, des troubles sévères. Et peut-être qu'il serait intéressant d'ouvrir encore plus
cette notion et de tous nous y intégrer. Au fond, le rétablissement, c'est un perpétuel cheminement. Et nos existences, ce sont de perpétuels cheminements. Nous avons tous, à des moments ou à d'autres moments, des difficultés. Parfois des difficultés qui sont telles qu'on va décompenser un symptôme, plus ou moins sévère. Ça peut être banalement une dépression, un pourcentage très important de la population. Ça peut être un trouble psychotique qui peut être momentané. Mais en permanence, nous sommes dans un perpétuellement dans un mouvement de nous rétablir par rapport à notre propre existence. Et je crois que tenir très ouvert cette notion, c'est nous y inclure tous et donc moins stigmatiser. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. C'est un chemin de vie et j'ai eu un autre souci il n'y a pas très longtemps. Ma femme était enceinte de mon 3e enfant et j'ai appris que j'avais un cancer du sein, donc c'est pas banal pour un homme. Et je sais que j'ai écrit un deuxième petit livre pour raconter ce deuxième problème. Et je me suis aperçu que tout le travail que j'avais fait en premier lieu en psychothérapie et pour ce premier rétablissement de cette première pathologie, cette première maladie chronique, on va dire, allait me servir et m'a servi dans ce deuxième problème. Et là où j'aurais pensé justement que j'avais une fragilité due à cette schizophrénie, finalement tout ça m'a servi. Et je me suis dit, je l'ai fait pour le premier, pourquoi je le ferais pas pour le deuxième, en gros. Stéphane relate son trajet avec le cancer du sein dans un autre petit livre, la même collection, dont le titre est... Alors je reviens d'un cancer du sein, je sais plus le sous-titre, mais il est en vente. Il est en vente. Voilà. Je vous signale ce livre parce que Stéphane, dans ce deuxième livre, fait preuve aussi de beaucoup d'humour et de beaucoup de finesse dans l'analyse de cette traversée. Et c'est pas rien pour un homme que de se retrouver avec un cancer du sein, c'est extrêmement rare, ça existe, mais surtout, c'est qu'il s'est retrouvé dans un parcours de soins où il n'y a que des femmes. Voilà, et le sous-titre est « Comment je me suis rapproché des femmes ». De très près. Alors, peut-être qu'on pourrait revenir sur les points importants du soin, et notamment le cadre de l'hospitalisation que tu avais évoqué. Alors oui, je vais faire des cours repères, en fait, dans mon parcours. En tout cas, ce qui m'a servi, moi, la maladie s'est déclenchée assez rapidement, j'ai bouffé délirante, pas de latence, en fait, de cette maladie, je pense que c'est assez important. Une prise en charge rapide, hospitalisation rapide, dans un établissement à taille humaine. Ça, c'est important parce que on était 10-15, c'était au Kremlin-Bicêtre, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'était un petit pavillon à l'extérieur et le fait que ce soit à taille humaine, ce passage, cette hospitalisation de 3 mois quand même, n'a pas été trop lourde pour moi parce que en fait, je suis arrivé. J'ai baissé les bras, je me suis dit, ça y est, on s'occupe de moi, vraiment, on va trouver ce qui se passe, etc. J'ai un traitement et je me repose. Voilà. Et ce que je veux dire, ça n'a pas été trop dur. Je m'en souviens, hein, c'est quelque chose qui est difficile à passer, c'est une période difficile. Mais voilà. Pardon, oui, je veux reprendre un petit peu ce point de la taille humaine de l'établissement. Parce que, pour des raisons économiques, en tout cas c'est ce qu'on nous avance, on aurait tendance actuellement à vouloir de plus en plus concentrer les lieux de soins. Ayant travaillé comme directeur médical d'un établissement de réadaptation psychosociale, à Rénovation, pour ceux qui connaissent Bordeaux, nous avons la chance d'avoir encore des établissements avec des maisons où on accorde un accueil 14-15 pensionnaires. Et cette dimension humaine, quasi familiale, elle est essentielle, vraiment essentielle à ce chemin de rétablissement, à ce chemin de réhabilitation psychosociale. Et je crois que c'est important de préserver ou de retrouver ces petites unités. D'ailleurs, au Canada, ils sont en train de les inventer.
Ils sont en train d'inventer un modèle que nous avons créé sous l'innovation du docteur Demanja à Bordeaux en 1975. Et cette dimension est essentielle parce que sans doute qu'il y a des familles ici qui connaissent, peut-être même des patients qui ont connu l'hospitalisation dans les grandes structures. Elles sont nécessaires. L'hôpital psychiatrique a le mérite de s'occuper de l'aigu et le fait très bien. Mais il y a toujours un effet assez violent d'hospitalisation dans des grands services et avec des pathologies qui sont mélangées, des âges qui sont mélangés, et c'est extrêmement difficile. Donc la dimension humaine, par chance, tu as pu y accéder. C'est ça, c'était pas traumatisant, entre guillemets. Ensuite, je suis sorti donc de l'hôpital après 3 mois. Enfin, il y a eu 1 mois et demi en hôpital psychiatrique et 1 mois et demi en centre de cure. Et je me suis aperçu, alors on rebondira là, peut-être tout à l'heure sur la place des familles. Pour ma famille, c'était important que je sois dans ce centre de cure qui était à Toulouse, du coup, et parce que ça m'éloignait d'eux, parce que c'était trop dur pour eux, c'était du répit qu'il fallait. Ma mère venait me voir tous les jours parce qu'elle voulait voir son fils, mais c'était aussi c'était lourd. Donc en fait, j'ai été 1 mois et demi. Moi, j'ai pas compris pourquoi on m'envoyait là-bas. Je me suis dit, c'est les vacances, c'est sympa. Mais c'était surtout pour m'éloigner un peu de ma famille et que pour eux aussi, il y ait un peu de répit, quoi. Voilà. Donc ça, c'était ça. Après, je suis revenu et j'ai repris mes études tout de suite. Sorti d'hospitalisation, j'ai repris mes études. J'avais un bon traitement, voilà, et c'était parti. Alors le suivi psychothérapeutique. Moi, j'ai une psy. Elle est partie à la retraite il y a pas longtemps, et elle m'a suivi pendant 20-25 ans. Et alors, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait aucun dolorisme. C'est-à-dire que c'était, il fallait y aller, il fallait pas de découragement, elle me poussait et elle m'encourageait. Et puis, quand je lui parlais de certains mots qui étaient bah voilà, quand on va chez le psy, qu'on n'a pas forcément quelque chose à dire, on va trouver des trucs pour se plaindre. Hein. Et elle me dit, mais Stéphane, vous avez vu ce que vous avez traversé, on va arrêter là, on va replacer les choses dans le bon ordre, et puis ça va aller, quoi. Donc toujours, c'était quelque chose. Elle m'a aidé. Bon voilà, j'ai un traitement. J'ai encore un traitement. Voilà. 25 ans après, j'ai toujours un traitement. Que je supporte bien et qui me convient. Voilà. Il y a un point important sur lequel ça serait important que tu puisses revenir, que tu m'avais confié dans nos entretiens. C'était que les entretiens avec ta psy, tu disais, étaient des entretiens qui étaient un véritable échange. Elle Oui. t'accordait 30 minutes. Et c'était pas simplement la régulation du traitement. Alors ça, c'est un point important parce que, on le sait, les CMP sont débordés. Les psychiatres qui reçoivent les patients n'ont généralement pas 30 minutes pour les recevoir, et donc ils font de la régulation de traitement assez rapidement. Souvent, d'ailleurs, c'est très bien délégué, ce sont les infirmières qui vont faire les entretiens, mais qui est la possibilité d'être accueilli dans un véritable entretien qui dure au moins 30 minutes, pour toi, ça a été fondamental. Pour moi, c'était important, effectivement. Mais bon, je relativise aussi un tout petit peu parce que moi, c'était quand même il y a 25 ans. C'était le seul acteur que je voyais, c'était ma psy. Tu vois, donc c'était quand même. Il n'y avait pas les autres structures, et je vois. Après, on parlera un peu de mon métier maintenant. Enfin, ou comme tu veux, mais c'est pardon, hein, excusez-nous. Mais, moi, je travaille donc, oui, je suis père aidant en fait, donc on en a parlé tout à l'heure. Je suis père aidant à l'hôpital Sainte-Anne pour le pôle 15 du 15e arrondissement. Je suis au CMP une journée, je suis en centre de jour une journée, et au C3RP, donc qui font de la réhabilitation. Alors c'est 3 lieux très différents, et là je vois le travail qui est fait par les infirmiers au CMP, les EduxP quand j'en croise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'acteurs. Je vois les psys, effectivement, n'ont pas beaucoup de temps, ils sont des prescripteurs, et ça c'est bien dommage. Un vrai entretien, je suis d'accord avec toi, de 30 minutes, c'est important, mais je vois aussi le travail des infirmiers en CMP qui, par des entretiens, je suis persuadé, évitent des hospitalisations. Hein. Et avec donc moi je travaille en collaboration avec ces infirmiers.
On a un rôle. Alors moi, j'ai eu du mal à trouver ma place. Hein, c'est quand même pas évident justement d'avoir ce rôle de médiateur, puisque mon métier c'est médiateur santé-père. Je suis une formation actuellement. Et on n'est pas infirmier, on n'est pas médecin parce que j'ai pas la technicité, mais on est dans le bon sens et on est dans l'humain. Voilà. Peut-être parfois ce qui a été perdu, oublié, mis de côté, etc. Pas à cause du temps, à cause de voilà. Donc on arrive juste en tant que père aidant avec un nouveau positionnement en aide dans les structures, hein, avec les services. On n'est pas en opposition. Hein, moi, je suis pas en opposition. Et je suis dans l'institution. Mais voilà, c'est des nouveaux acteurs. Oui, ce point que tu abordes me paraît là aussi tout à fait important. C'est la pluralité des équipes. C'est-à-dire qu'il y a certes les psychiatres, il y a les infirmiers, mais comme tu le soulignais, il y a aussi les éducateurs spécialisés. Et là aussi, je voudrais attirer l'attention parce qu'il y a un certain modèle hospitalier qui voudrait que dans des lieux de prise en charge, de réhabilitation psychosociale, comme c'est le modèle hospitalier, il faudrait éliminer les éducateurs spécialisés qui ont une véritable spécificité au profit des infirmières. Or, c'est la pluralité des équipes qui permet véritablement un travail de réhabilitation psychosociale et par là de rétablissement. Peut-être préciser qu'au fond, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, tout à l'heure il y a une excellente question qui était posée sur différence entre rétablissement et réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale est un des moyens, elles sont multiples d'ailleurs, un temps du rétablissement. Mais le rétablissement, c'est toute une vie. Oui, la réhabilitation, oui, on est d'accord. C'est un outil, la réhabilitation. C'est les programmes dont vous avez parlé, effectivement, c'est des programmes longs. C'est pas accessible à tous les publics. Il peut y avoir des étapes avant de faire ces programmes. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas une sélection, mais il faut être capable de les faire. Hein. C'est pas anodin, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Le rétablissement, il n'a pas lieu que là. C'est pas la réhabilitation qui va faire que le rétablissement. Le rétablissement, c'est partout. C'est les notions de projet, effectivement, vous en avez reparlé. C'est aller vers son projet, se mettre, y aller seul. Enfin, en tout cas, le porter soi, et puis être accompagné de toutes les personnes autour. Voilà. Oui, je voudrais revenir sur un point. Ce qui est essentiel, on l'a entendu ce matin, notamment la présentation de M. Ehrenberg était remarquable de ce point de vue-là, c'est que le sujet est au centre du rétablissement et que c'est le sujet qui sait. Or, c'est parce que je suis psychanalyste, c'est un défaut actuellement, mais je voudrais rappeler une chose absolument essentielle, une des découvertes, il y en a eu deux grandes découvertes de la psychanalyse, c'est bon, bien sûr la notion d'inconscient, mais c'est surtout que c'est le sujet qui sait. Voilà, le sujet, c'est celui qu'on va écouter parce que c'est celui qui sait ce qui l'affecte. Et ceci est profondément vrai, y compris pour le vécu des traitements. C'est-à-dire que si on accorde beaucoup d'écoute sur le vécu du traitement, on peut considérablement alléger, améliorer les traitements et les optimiser quand ils sont nécessaires, voire les enlever éventuellement. C'est-à-dire qu'on est là, écouter le sujet, les patients qui sont affectés. Alors on a une expérience dans les foyers de réhabilitation, de rénovation, assez exceptionnelle, où en développant cette écoute des patients, c'est-à-dire ils sont porteurs de leur vérité sur le traitement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une expertise, mais en les écoutant, on a pu baisser le budget de la pharmacie de 67%. C'est considérable. Donc ce temps de l'écoute est très très important, je voulais le souligner. Mais il y avait peut-être la question des parents aussi oui, qui étaient... parce qu'il y a eu plusieurs personnes de l'UNAFAM aussi qui sont intervenues. Moi, pour mon cas, ma mère était très présente et mon père était vraiment avait du mal avec la maladie, mais en même temps, donc il était dans le déni. Bon, mais ce déni, justement, on en avait parlé. Je pense que c'est assez. Ce déni n'était pas paralysant, c'est-à-dire que comme ma psy, il m'a poussé, parce qu'il ne me considérait pas comme malade, il m'a poussé, il m'a donné un bon coup de pouce au niveau professionnel, et il m'a poussé vers ce qu'il connaissait, vers ce qu'il savait faire. Et moi, c'est vraiment quelque chose, même si on n'en a jamais parlé de la maladie, alors bon, quand j'ai sorti le livre, il a bien fallu, mais pendant 20 ans, on n'en a jamais parlé, jamais.
Mais ce qu'il a fait, il l'a fait à son niveau et son déni, finalement, n'a pas été un obstacle. Alors pour faire un passage, enfin une passerelle au niveau de l'UNAFAM, moi je travaille avec l'UNAFAM. La préface est de Béatrice Borel, l'ancienne directrice de l'UNAFAM. Et le dernier colloque de l'UNAFAM là à Paris était l'alliance thérapeutique entre patients, familles, enfin parents et puis professionnels de la santé. Et moi, je travaille énormément avec les familles. Je travaille avec des mamans, des papas très impliqués. Et c'est important. Moi, donc, en tant que père aidant, je vais voir les patients et je discute ensuite, ou avant ou après, avec les familles pour qu'on soit en lien justement et qu'on travaille ensemble. Et je pense, j'ai rencontré des mamans qui sont. Alors, il y a des mamans poules, il y a des papas poules, mais moi, j'ai rencontré des mères louves, c'est-à-dire qu'elles feraient tout pour défendre leur progéniture. Et en travaillant ensemble, je pense que parce qu'il y a des choses que les parents, je pense, ne peuvent pas faire. C'est trop compliqué. Mais si on travaille ensemble, en tant avec les professionnels et avec les familles, avec les pères aidants qui peuvent faire le lien entre les familles et tout ça, et les patients et les professionnels. Moi, en tout cas, je travaille aussi au collectif schizophrénie qui m'ont qui m'ont donné la chance d'être à leur conseil d'administration. Donc, je suis très fier d'être au conseil d'administration du collectif schizophrénie. Et puis, je suis écouté en plus, parfois. Voilà. Dans tes conseils. Non. Oui, tu disais que parfois c'était du côté des pères que la difficulté était la plus grande. C'est ça. En tout cas, c'est ton expérience. Oui, mon expérience c'est ça. C'est pour les papas c'est plus compliqué, mais en fait on leur a donné tellement de responsabilités que voilà, l'écoute elle est plus facile avec les mamans. Mais bon, après je pense. Ça change, ça évolue. Je pense que il faut donner la place au papa. Ouais, ça, moi, je suis persuadé. Je suis papa de 3 garçons et je parle autant avec mes garçons que ma femme avec ses garçons. Et on parle pas des mêmes choses. Mais la parole est très importante et le papa doit aussi, je pense, avoir une vraie relation qui n'est plus la relation de celui qui amène de l'argent ou celui qui est l'autorité, parce que l'autorité on en a tous les deux. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Non, puis l'évolution sociétale est considérable sur ce plan-là depuis l'époque où toi tu avais fait cette décompensation. Il y a un autre point que tu voulais aborder, c'était celui des mauvais conseils, des alter ego. Ah ouais, et puis oui, effectivement. À 20-25 ans, moi, on est influençable. Effectivement, on écoute ce qu'on nous dit. Et puis moi, on m'avait conseillé. On m'avait dit, mais pourquoi tu prends encore ce médicament? Pourquoi? Alors que j'étais encore fragile, pourquoi? Tu n'as pas besoin, etc. Et c'est là que j'avais écouté ce qu'on me disait. Puis j'ai arrêté mon traitement et j'ai rechuté. C'est pour ça que je le prends maintenant depuis 25 ans. Et c'est autre chose. Oui, je peux parler un tout petit peu du rapport au cannabis, c'est ça? On en a parlé un tout petit peu parce que je l'évoque dans mon livre. Il y a quelque chose qui m'est venu après. Et c'était... j'aurais aimé dire, quand dans les soirées où on fume du cannabis, etc., que le joint tourne, etc., moi, je fumais plus. Moi, après, de toute façon, ça m'a suffi. Mais j'aurais aimé dire, quand on me passe le joint, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de ça pour divaguer et pour délirer. Moi, je sais ce que c'est. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Si ça peut servir à d'autres, je vous le donne. Donc voilà, bon, c'était des petites... C'était quelque chose, c'était... je sais que de toute façon le cannabis a été déclencheur pour moi. Je fumais pas énormément. Hein, c'est vraiment à 20 ans effectivement, ça a été déclencheur, entre autres choses. Oui, parce que tu disais qu'au fond, quand on avait essayé de regarder un petit peu quelles étaient les zones de fragilité qui auraient pu alerter
qui aurait pu t'alerter. C'était pas si évident que ça. C'était pas si évident que ça. Alors après 20 ans, et puis on se dit il y avait quand même ça. Il y avait une hypersensibilité. Moi, j'étais très émotif, hypersensibilité. Vraiment, il y avait quelque chose qui était quand même pas tout à fait clair. Ça. Et puis il y a eu une tentative de suicide à 15 ans. Donc on m'a dit, tu vas aller voir un psy, et ce psy-là, ça n'a pas collé du tout. Donc, du fait que ça n'a pas collé, j'ai été le voir deux, trois fois, mais en fait, il n'y a pas eu de suivi, du coup, on n'a pas réenclenché un autre suivi. Il aurait peut-être fallu, effectivement, mais à l'époque, voilà. Bon, moi, j'aime pas trop me retourner sur le passé. Effectivement, on arrive à avoir des prémices, mais de dire est-ce que c'était des prémices de cette pathologie, c'est difficile. Oui. Alors là, c'est le pédopsychiatre qui reprend la parole. Je crois que c'est important pour les parents. Quand il y a comme ça un élément qui a été très très alertant, une difficulté psychologique assez grande, de savoir proposer à son adolescent ou à son adolescente d'aller voir un psy. Alors, dans ma pratique, j'ai vu les choses énormément évoluer. Quand je me suis installé, il y a déjà bien longtemps, c'était les médecins généralistes qui alertaient, ou les enseignants, ou les parents qui contactaient. Et puis, j'ai vu évoluer depuis 10-15 ans, ce sont les jeunes qui se passent les adresses entre eux. Ah, tu devrais aller voir un tel. Il y a une liberté de la parole. Mais ce qui me paraît important, surtout à l'adolescence, c'est de proposer aux jeunes plusieurs noms, et notamment de sexes différents. Une jeune fille ira plus facilement se confier à une jeune femme qu'à un homme. Un garçon ira peut-être plus facilement parler à un homme qu'à une femme. Il faut donc ouvrir la palette, et si ça n'a pas accroché avec un psy, ne pas s'en tenir là à dire bon, peut-être que ça n'a pas marché avec celui-là, mais on va essayer de te trouver quelqu'un d'autre, tu pourrais peut-être y revenir une deuxième fois, puis on verra. Et toujours le proposer comme juste une fois, c'est pas on va pas s'engager.